Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. C'est un de mes rôles modèles que je suis depuis longtemps parce que j'admire son engagement sans faille. Aujourd'hui, je reçois Saïd Amouche, qui est le fondateur du groupe Mosaïque RH et qui va nous parler diversité et inclusion sans langue de bois. Alors pour tous ceux qui ont envie d'un monde plus divers, et c'est le mot de cet épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Saïd. Bonjour. Saïd, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que déjà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu veux bien nous raconter un peu ton parcours? Avec grand plaisir. Merci Magali pour cette petite oreille attentive. Donc moi, je suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale qui s'occupait en fait de formation continue, puisque l'Éducation nationale a aussi une branche qui s'occupe de la formation professionnelle et de la formation continue. J'ai passé 5 ans. J'étais titulaire et j'ai décidé finalement de lancer une initiative au moment où Claude Bébéar commençait à évoquer les questions de diversité en entreprise. Ça a été suite à un rapport de Yazid Sabeg de l'Institut Montaigne qui mettait en évidence qu'il n'y avait pas forcément en fait une égalité des chances au pays de la méritocratie. Et donc à partir de là, moi ayant grandi et vivant d'ailleurs toujours en Seine-Saint-Denis, à Bondy, connaissant en fait les atouts en fait de ces territoires, les fragilités, les faiblesses, mais surtout les atouts, qui avait avec une formation RH, après avoir passé 1 an en tant que conseiller emploi dans une mission locale à Aulnay-sous-Bois, je m'étais dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire avec toutes ces entreprises qui allaient signer ou qui avaient signé la charte de la diversité sous l'impulsion de Claude Bébéar. Et en fait, ça n'a pas tellement raté. J'avais constitué un petit groupe de potes, on était tous insérés professionnellement, on avait tous soit eu une expérience dans le recrutement, soit dans la formation, soit dans le conseil RH. Et donc, on s'est constitué en bénévole et on a été rencontrer ces entreprises en leur disant « Est-ce que ça vous intéresserait de rencontrer des candidats que vous n'avez pas l'habitude de voir, qui sont aujourd'hui bluffants, qui ont qu'une envie, c'est de réussir professionnellement, qui sont en fait des acharnés du travail et qui ne sont pas aujourd'hui dans vos processus de recrutement. » Et en partant de ce principe-là, on a eu des entreprises qui ont dit « Ok, chiche, on y va ». On a eu des profils de poste, des discussions très intéressantes qui se sont installées avec des recruteurs et les premières missions de recrutement qu'on a organisées avec simplement finalement notre énergie, notre réseau, puisque on connaissait pas mal de jeunes qui étaient issus des quartiers populaires, et puis un niveau de satisfaction qui était plutôt intéressant, parce que en écoutant et en respectant les besoins d'une entreprise, on augmente évidemment les chances de satisfaire le recruteur, et c'est un peu comme ça qu'on est parti. Et de fil en aiguille, j'ai quitté l'Éducation nationale, j'ai monté un cabinet, on a recruté une équipe, on a professionnalisé, on a créé une structure. Cette structure associative est devenue une entreprise à mission, et comme on est très à cheval sur la volonté d'apporter une solution qui a pour vocation de lutter contre les discriminations à l'emploi et de garantir cette notion de chômage à éradiquer, et bien on a décidé d'avoir à côté de cette entreprise à mission toujours une fondation qui militait sur cette vision de ce que doit être la France, et puis une fondation qui détient 100% des parts de cette entreprise à mission pour pouvoir justement faire remonter les résultats et financer des parcours d'information sur des métiers, des parcours de recrutement, organiser des sommets de l'inclusion économique chaque année avec le ministère de l'économie. Donc créer à la fois une dynamique d'information et de sensibilisation de notre écosystème sur ces enjeux et réaliser des opérations
très concrètes avec un cabinet conseil qui fait pas que du recrutement maintenant, mais aussi un peu de conseil en stratégie diversité, conseil en organisation, audit des processus RH, capacité à accompagner aujourd'hui des équipes à la mise en place de plans d'action. Voilà, donc on a développé plein de savoir-faire, c'est passionnant. J'adore mon métier parce que chaque année, en fait, on prend des nouveaux chantiers, on découvre des nouveaux sujets et tout ce qu'on fait, on pense que c'est vraiment utile aujourd'hui pour cette jeunesse. D'ailleurs, c'est pas que des jeunes aujourd'hui, c'est aussi d'autres populations qu'on embarque. Alors avant qu'on parle du métier de Mosaïque RH, puisque c'est le nom de ton groupe, quand on s'appelle Saïd, qu'est-ce qui est plus compliqué pour travailler? Qu'est-ce que toi t'as pu expérimenter qui t'a renforcé dans cette vision que il y avait des publics qui avaient besoin d'un coup de main? Alors, tu sais, il y a deux éléments qui ont été assez structurants, qui sont des éléments pas formels, pas formalisés, pas très concrets. T'as un élément où tu as une musique quand même quand tu habites ces territoires, quand t'es enfant issu de l'immigration, qui te dit fais gaffe parce que on t'attend au tournant, ça va être plus difficile pour toi. Le racisme, c'est quand même un sujet qui existe. Il y aura un regard, regarder des gens qui sont pas tout à fait dans la norme, même si t'es né à Paris, t'es pas tout à fait français dans la perception des autres, et donc ça va être toujours plus compliqué. Donc on grandit avec ça en fait, on est élevé avec ça presque. Et c'est aussi la raison pour laquelle je prône beaucoup à l'ouverture, c'est-à-dire que si on reste un peu dans sa bulle avec ce type de discours autour de nous, forcément ça tire vers le bas. D'où la nécessité de créer des ponts, à pousser ces jeunes à sortir, à rencontrer des gens différents. C'est pour ça que je crois beaucoup au mentorat. Quand on a un cadre, rencontre un jeune et l'accompagne, et bien tout de suite c'est d'autres discussions, c'est élever le niveau de confiance et d'ambition pour l'un et pour l'autre. Donc il y avait cet élément-là, et puis après, assez rapidement, quand tu cherches ton premier stage, quand tu es universitaire, eh bien tu as des expériences que tu comprends pas bien en fait. Tu galères pour avoir des entretiens. Quand tu as tes entretiens, eh bien moi j'en ai eu un qui était assez marquant, puisque c'était pour une espèce de cabinet conseil qui accompagnait le secteur de l'hôtellerie. Ils avaient besoin probablement d'un chargé de mission ou d'un assistant pour faire des tâches, de gérer des entretiens, faire des comptes rendus, des choses comme ça. Et là le gars me dit écoutez, l'entretien se passe bien, vous nous dites que vous parlez anglais, est-ce qu'on peut parler anglais? Donc évidemment j'ai une discussion en anglais, ça continue à bien se passer, et en anglais il me dit écoutez, on aime bien votre profil, mais si on vous appelait Robert, est-ce que ça vous pose un problème? Donc c'est le genre de truc qui t'arrive en pleine figure. Toi, tu ne penses qu'à une chose, c'est de réussir à décrocher ton examen. Et pour décrocher ton examen, le stage est obligatoire. Et en fait, t'as pas trop d'autres solutions. Donc tu es en fait face à ce dilemme. Et évidemment, moi en anglais, je lui réponds que ça ne pose aucun problème et que voilà, je réponds positivement. 48 heures plus tard, il m'appelle. Sauf que 48 heures plus tard, en fait, j'ai eu en parallèle un autre entretien dans une autre boîte qui me prend, plus une boîte franco-américaine qui était en pleine évolution, et là je me retrouve face à une RH qui me dit j'adore votre profil, donc je vous prends, vous commencez la semaine prochaine. Et donc le mec me rappelle le lendemain, ça m'avait quand même marqué, et on le prend pour soi. Et en plus à l'époque en fait tu parles pas de ces choses-là avec quelqu'un d'autre, tu vois, tu le partages encore moins avec tes parents parce que tes parents probablement ne le comprennent pas trop avec tes amis parce que tu te dis c'est peut-être moi qui ai dit un truc, c'est bizarre. Donc en fait t'as pas suffisamment de recul et de maturité pour pouvoir digérer correctement l'information, et voilà. Et donc tu grandis avec plein d'éléments comme ça que tu traiteras petit à petit en fait dans la durée, avec ton âge, avec tes expériences, avec ton niveau de confiance plus ou moins qui va se développer, et petit à petit tu vas donner des clés de compréhension et de solutions à ces choses-là. Donc voilà, donc c'est plein de signaux comme ça qui sont autour de toi et qui t'alimentent dans une réflexion. Moi je pense qu'il faut toujours avoir une attitude positive. Je pense que même dans la pire des situations, il y a des portes de sortie qui permettent de construire et de trouver des solutions apaisantes pour tout le monde. Et voilà, c'est un peu ma philosophie. Et donc quand tu crées Mosaïque RH 10 ans après, même pas, quelques années plus tard, tu sais pas pourquoi tu le crées, mais en réalité avec du recul tu comprends très vite que ça a été finalement des leviers pour pouvoir développer ton épanouissement personnel et surtout être contributif en fait de problématiques qu'on comprenait parfaitement et sur lesquelles on n'avait pas vu de solutions émerger.
Ce que je trouve dans ton histoire, moi je trouve qu'il y a quelque chose de touchant, c'est que ce que t'exprimes, c'est que finalement c'est toi qui es un peu gêné après. C'est toi qui en parles pas à tes copains, c'est-à-dire que ce que tu subis est très clairement une forme d'ostracisme, puis alors très explicite, et c'est pas ton interlocuteur qui est gêné, c'est toi finalement qui te sens gêné. Et donc et je pense que l'autre émotion possible, c'est la colère aussi. Et donc, en fait, c'est quand même des situations dans la vie de tous les jours qui abîment un peu, je suppose. Oui, qui abîment. Alors, ça dépend. Ce que tu dis, c'est toi, je le prends positivement. Je pense que selon les profils, on le vit plus ou moins bien. Ouais, après, je te dis, c'est un état d'esprit. Et puis, je pense qu'on est tous... moi, je l'ai vécu assez tôt dans ma carrière professionnelle, puisque j'étais encore étudiant. Mais on vit tous, à un moment donné, des périodes qui vont, à un moment donné, être un peu compliquées, qu'on explique, qu'on comprend pas forcément. Et puis, soit tu te révoltes, tu vois, soit tu t'enrages... soit tu rentres même dans des formes de violence, de radicalisation, soit à un moment donné, t'essayes de toujours garder tout ça en distance et d'essayer de bâtir des choses positives. Voilà, et je trouve que c'est important qu'on garde cet état d'esprit. En fait, en même temps, il faut que des gens gueulent, parce que c'est quand même des sujets qu'il faut dénoncer, et il faut aussi des réparateurs. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je dis juste et je souligne surtout pour ceux qui nous écoutent que réagir aussi avec une forme de colère à ce genre de choses est très humain. Et que c'est aussi des choses qu'il faut entendre. C'est-à-dire que ta réaction et à ton image est extrêmement positive et constructive. C'est quand même des choses qui sont qui sont compliquées. Alors, ce que j'aimerais que tu nous dises, et avec ton franc-parler, c'est pourquoi en tant qu'entreprise, on a intérêt alors je vais utiliser un mot qui est assez moche, à faire de la diversité. Pourquoi moi, en tant que dirigeante, j'ai intérêt à ne pas avoir que 20 personnes blanches, 40 ans, 80% hommes et 20% femmes? Pourquoi j'ai pas intérêt à ça? Parce que ça, c'est quand même le plus facile. On n'a pas intérêt pour plein de raisons. La première des raisons, c'est que aujourd'hui scientifiquement, on sait que en ayant la même typologie de collaborateurs dans une organisation, eh bien, ça a un avantage immédiat. C'est que ça permet en fait de très vite se faire confiance, très vite se connaître, très vite adopter en fait les mêmes méthodes de travail, les mêmes processus, et donc d'aller très vite dans la réalisation de la tâche ou du résultat, et donc avoir des résultats. Mais à moyen terme, en fait, ce qui se passe, et parfois même c'est à plus court terme, on se rend compte en fait que on sera limité dans cette capacité à innover, dans cette capacité à conquérir de nouveaux marchés, dans cette capacité à provoquer en fait des dynamiques de changement qui vont créer de la valeur. Moi, j'avais été assez surpris par une entreprise assez célèbre en France qui vendait des produits de beauté et qui dit on a vu un marché potentiel, c'est les boutiques afro, et on a une gamme qui marche très bien aux États-Unis, on va la commercialiser en France, ça va cartonner. Et donc les commerciaux se mettent à prospecter dans ces salons de coiffure afro, et en fait ils arrivaient même pas à rentrer dans les salons de coiffure. La communication ne s'établissait pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné on avait en fait un choc, en fait une non-compréhension, et il y avait une incapacité à s'adapter à un nouveau marché qui allait générer en fait plus de chiffre d'affaires. Et en étant avec ses propres codes, on installe tout un univers de référence qui peut empêcher de voir émerger des nouveaux marchés, voir émerger des nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations, et ça crée de la valeur. Ça crée de la perte de valeur. Ensuite, il y a un autre élément qui est hyper important, c'est que c'est aussi ça la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut être dans une société où les gens se respectent, les gens apprennent à se faire confiance, qu'on soit un peu moins dans la crainte de l'autre, il y a un truc qui est très simple, faut juste se parler et sortir de temps en temps un peu de sa bulle. C'est-à-dire que si on fréquente les mêmes amis, dans les mêmes lieux, on va dans les mêmes lieux de restauration, on s'habille de la même manière, eh bien en fait on vit en silo, et on ne voit pas son voisin, on ne voit pas celui qui peut... et on a le sentiment qu'on vit dans une société qui est la même.
Et en réalité, pas du tout. On se parle dans nos réseaux sociaux, canaux classiques, donc on parle à des gens qui nous ressemblent, des gens qui vont nous renforcer dans nos convictions, et on va être de plus en plus, de moins en moins sensible à l'ouverture vers l'autre. Et ça, c'est un danger incroyable. Et je crois que un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est la polarisation des opinions. Quand on commence à avoir des opinions très tranchées, on n'est plus capable de se respecter sur des sujets aussi complexes mais aussi basiques que la religion, par exemple. Eh bien, ça crée des tensions, ça crée de l'incompréhension. Et c'est ceux qui veulent du mal à la société qui vont en fait en tirer profit. Et nous, on subira, comme des petits moutons, en fait, la conséquence. Donc, moi, je pense qu'il y a un énorme enjeu, en fait, de continuer à parler à des gens qui nous ressemblent pas. Les activités sportives permettent ça. Pratiquer, en fait, des activités culturelles, ça permet de faire ça. Mais si on reste à chaque fois dans son entreprise, avec une entreprise qui a recruté dans les mêmes écoles, avec les mêmes codes systématiques, alors on va se protéger, on va se faire plaisir, et à un moment donné, eh bien, voilà, c'est comme si on mangeait le même plat pendant des années. À un moment donné, le goût, ça aura une conséquence sur les goûts et les saveurs. Ça va être aussi une réaction de notre organisme qui va dire j'en ai marre, de temps en temps j'ai besoin de légumes, de temps en temps j'ai besoin de poissons, de temps en temps j'ai besoin de matières grasses, parce que fermer la porte à toutes les matières grasses, c'est aussi poser un problème aux organes vitaux, aux muscles, et ça c'est pas bon. Donc voilà, c'est tout ce qu'on essaye d'expliquer aux entreprises qui sont aujourd'hui en capacité de s'ouvrir sur ces sujets-là. Mais si je me fais l'avocat du diable et que je prends ma casquette de libéral absolu, qui est quand même un mouvement qui se développe dans le monde en ce moment, ce que tu me dis, c'est quelque part que moi, chef d'entreprise, je pourrais avoir un rôle sociétal qui serait de créer de la cohésion dans la société. Mais pourquoi je devrais avoir un rôle sociétal en tant qu'entreprise, puisque mon objet, c'est de gagner de l'argent, point barre. C'est pour ça que j'ai distingué les deux sujets. Il y a un sujet qui relève de la croissance de l'entreprise, la capacité à délivrer le service promis ou le produit qui a été en fait vendu. Donc ça, c'est important. Donc, mais derrière, on est des citoyens qui vivent dans une société, et cette société, à un moment donné, elle peut pas être une société où tout le monde vit en ghetto, ghetto de riches, ghetto de pauvres. Et donc derrière, ça a des conséquences aussi politiques, parce qu'à un moment donné, quand on a pendant des années mis les pauvres ensemble comme la Seine-Saint-Denis, faut se rendre compte que s'il y a autant, si le département de la Seine-Saint-Denis c'est un des départements les plus pauvres de France, c'est que ça relève d'un choix politique à un moment donné. Et quand on a trop de pauvres et qu'on a une augmentation en fait de services publics, et forcément à un moment donné il faut les financer, ces recettes. Il faut des recettes. Et donc du coup faut une imposition. Et derrière ça a des conséquences en fait sur ton quotidien. Donc c'est des choses qu'on rattrape ensuite par la suite. C'est-à-dire que il y a une mécanique qui est très simple à comprendre. Quand on recrute toujours dans les mêmes écoles et qu'on refuse de recruter des universitaires qui sont en Seine-Saint-Denis, eh bien ça crée de la paupérisation, alors que ça devrait permettre en fait à des gens de s'émanciper vers le travail. Donc on a un taux de chômage qui est explosif. Ce taux de chômage, à un moment donné, crée des dépendances parfois même alimentaires. On l'a vu pendant le Covid, quand on a tout fermé, il y a des gens qui n'arrivaient même plus à se nourrir. Donc on crée ces dépendances. Et quand il y a des dépendances, quand il y a des fractures sociales qui s'aggravent, on crée de la vulnérabilité, et on est quand même dans une philosophie en France où l'État est providence. Et si l'État est providence, si on a accompagné en fait le rapport aux citoyens de cette manière, eh bien le citoyen il réclame qu'on puisse satisfaire davantage de services publics, davantage d'accompagnement aux plus fragiles, et donc ça recrée en fait des problématiques d'imposition. Donc du coup les gens ne se parlent plus, ne se connaissent pas, et on ne partage pas les problématiques, et c'est ça qui est dangereux. Et donc on a un effet immédiat dans une entreprise, et puis on a les effets de secondaire. Moi j'adorais un patron d'Accenture qui me disait: Saïd, nous on s'engage parce que si notre écosystème est malade, on ne pourra pas créer de valeur. Tu as pris la parole il n'y a pas très longtemps au CESE, je crois, pour parler discrimination, et tu as parlé d'une discrimination qui se développe beaucoup aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ? Oui, avec plaisir, et merci de m'amener là-dessus, parce que c'est important
de comprendre que d'abord ce sujet, c'est pas qu'un sujet lié aux origines religieuses ou aux origines culturelles. C'est aussi un sujet, c'est d'abord un sujet qui est lié à l'âge. Les discriminations, la première des discriminations en France, c'est la discrimination qui est liée à l'âge. Quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, je m'étais rendu compte que d'abord il y avait très peu de statistiques, très peu d'informations, très peu de data, c'était très peu analysé scientifiquement. Et parmi les éléments qui sont assez sortis rapidement ensuite, quand on a commencé à travailler sur ces questions-là, on s'est rendu compte que le premier facteur de discrimination, c'était l'âge. On faisait des testings et on envoyait des CV et en fonction de l'âge, eh bien, alors que à compétences égales, hein, les individus n'avaient pas les mêmes réactions. Et on s'était rendu compte que un candidat lambda, il avait quasiment pour un CV, pour 2 CV un entretien, et le candidat qui avait plus de 45 ans, il avait 7 fois moins d'opportunités que le candidat lambda. Et donc, je me suis rendu compte en fait que cette question, en fait, elle était cruciale et que quand on regardait exactement qu'est-ce qu'on appelait en fait senior, c'était 45 ans dans l'étude et on commence à voir le décrochage à partir de 45 ans. Ça veut dire que si on n'a pas conscience de ce sujet, des biais discriminants, des processus discriminants, du recrutement plus inclusif. Si on n'a pas conscience en fait des biais et de ces difficultés, eh bien on va tous à un moment donné en subir les conséquences. Parce qu'on aura tous un jour plus de 45 ans. Et quand on a plus de 45 ans, on a 7 fois moins de chances d'accéder à un entretien. Donc plus on est en capacité d'être en stratégie de prévention, plus on est en capacité de comprendre en fait où se situent nos propres biais, et on en a tous, et moi le premier, et bien derrière on arrivera à être beaucoup plus dans cette notion d'égalité de traitement, on aura des comportements beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables, et ça ne veut pas dire qu'il faut baisser sur la qualité en fait et l'exigence, bien au contraire. Et ça a été l'énorme erreur aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a affirmé des politiques de discrimination positive et ça a amené en fait les recruteurs à être obligés de recruter sans avoir à faire attention aux quotas, sans faire attention en fait aux aptitudes et au potentiel des individus. Et ça a été en fait une énorme erreur et c'est une des raisons aujourd'hui qui crispe les États-Unis et qui pousse Trump à dire stop, on arrête les politiques diversité et inclusion. Mais donc voilà, on sait bien que c'est du blabla, c'est du vent, que ce qu'il raconte, c'est complètement en fait fake. Pourquoi ? Parce que faut pas oublier que on est aujourd'hui dans des économies vieillissantes. On nous explique qu'on aura davantage de retraités en 2040, qu'on aura probablement une population dominante. On nous explique aussi que si on n'a pas suffisamment de population active, eh bien notre économie va petit à petit décrocher. Et aujourd'hui, on a besoin de recréer en fait des dynamiques qui génèrent des richesses, génèrent des recettes. Et donc c'est pour ça que on va avoir besoin de ce sujet de l'immigration. Mais c'est l'immigration économique, c'est pas un mauvais sujet. C'est le sujet même de l'histoire de notre civilisation. C'est-à-dire que de tout temps, il y a eu des mutations, il y a eu des mouvements de population. Et malheureusement, on joue avec le feu sur ce sujet-là, alors qu'en réalité, il faut juste accompagner correctement les gens. Faut avoir des méthodes en fait qui fonctionnent. Et aujourd'hui, voilà, je crois que si demain Trump se retrouve avec 0 immigration, avec une population vieillissante, on verra les recruteurs qui nous diront on arrête ça parce que ne pas recruter correctement, s'interdire à recruter toute personne issue d'origine sociale ou culturelle différente, eh bien ça met en péril l'entreprise parce qu'on n'aura plus assez de staff pour pouvoir travailler. Et c'est ça qui va se passer. Donc on va avoir un retour de bâton dans un futur proche, vous allez voir, des recruteurs qui nous disent non, c'est pas possible, on va avoir besoin en fait de stratégies qui vont générer de l'attractivité, on va avoir besoin, ils vont s'en mordre les doigts. Et on le voit bien, aujourd'hui on a sur plein de secteurs d'activité plus de 100 000 postes non pourvus. Et donc ça fait pas du bien à l'économie. J'ai une dernière question pour toi, puisque alors quel conseil tu donnes aux DRH qui nous écoutent pour réussir justement l'intégration de profils différents? Et on voit bien que ton engagement, tu l'as dit toi-même, hein, il porte sur les sujets d'origine, sur les sujets d'âge, je suppose sur les sujets de handicap aussi. On n'en a pas parlé ici, mais parce qu'il faudrait qu'on ait 1 heure pour parler tout. Mais comment je fais moi en tant que DRH pour réussir l'intégration?
et que je fasse pas un mauvais cadeau finalement au candidat que je recrute? C'est quoi ce que je dois mettre en place pour que ça soit un gagnant-gagnant pour le candidat et les équipes? Alors d'abord, la première règle, c'est d'accepter que le recrutement, c'est un métier. Donc il faut se former au recrutement. On a besoin à un moment donné de savoir comment on recrute, quelles sont les méthodes, quelles sont les questions, quelle est la valeur de cette question. Il faut donc structurer ses entretiens, il faut comprendre la loi, qu'est-ce qui relève en fait de l'illicite, qu'est-ce qui relève du réglementaire. En fait, il y a des questions qui sont des questions complètement subjectives et qui viennent perturber la décision. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est de se faire un petit auto-diagnostic. Il y a des outils qui sont très simples. Il y a un test qui s'appelle Harvard Implicit. Il suffit de mettre ces 2 mots-clés en fait sur Google et vous allez retomber sur un site qui va vous donner la possibilité de vous auto-diagnostiquer. C'est très rapide. En 10-15 minutes, vous allez tout de suite voir en fait quelles sont vos zones rouges et sur ces zones rouges, il faut travailler. Troisième élément que je recommande, c'est que moi je pense pas qu'il faille en fait rendre obligatoire le recrutement inclusif. Il faut que ça devienne naturellement en fait. Il faut que ça soit un vrai choix. Et moi je vais pas demander à quelqu'un qui est orienté 100% sur le chiffre d'affaires qu'il doit générer d'installer en fait du recrutement inclusif parce que c'est pas compatible en fait. Il y a un coût d'entrée, il y a un coût en fait de démarrage qui fait qu'à un moment donné, ce coût en fait il est plus ou moins absorbé en fonction de la qualité d'humain qu'on est. En fait, si dans mon naturel, c'est déjà des choses que j'ai développées parce que j'ai fréquenté d'autres populations, j'ai fait des voyages, j'ai pas eu de problème à m'associer ou à créer des dynamiques de groupe avec d'autres. C'est des choses qui font de nous en fait des gens avec une forme d'intelligence sociale qui va nous aider en fait à nous adapter sur des types de profils à manager beaucoup plus facilement. En revanche, si on a été éduqué dans un couloir très fermé, ça va être beaucoup plus complexe. Et si en plus de ça, on a des objectifs de chiffre d'affaires immédiat à dérouler, ça sera du impossible à faire. Donc on peut pas à un moment donné imposer à quelqu'un qui n'a pas été formé, qui n'est pas prédisposé à réussir. Ça va créer en fait de la violence, de l'énervement et probablement du rejet. Ce qu'il faut, c'est mettre en situation de confort, d'où la nécessité de sensibiliser les managers, sensibiliser les recruteurs sur ces sujets-là, pour commencer à ouvrir des fenêtres, et ensuite, il faut les équiper avec des outils pour les aider à agir. Et parfois, il y a des entreprises qui disent, OK, moi je comprends, on part de trop loin dans mon organisation, et donc je vais payer en fait le coût en fait de cette régulation qu'on doit avoir dans notre organisation en interne. Et donc ça sera peut-être des objectifs établis d'une manière différente, ce sera peut-être je sais pas, dans un processus où on va nous dire je veux 20 unités et bien derrière ça sera que 15 et derrière il y aura un investissement de 5 de la structure pour pouvoir aider les professionnels à avancer sur ces questions-là. Eh bien écoute, merci beaucoup Saïd, c'était très très clair. Merci à vous et à très bientôt, Magali. Merci à toi. Merci à Saïd pour cette prise de parole très authentique, à la fois sur son parcours qui lui permet de bien comprendre ce que vivent ceux qui ne viennent pas du moule, et puis sur sa vision et sur les conseils qu'il a pu donner à des DRH ou des dirigeants qui veulent démarrer une politique avec impact d'inclusion et de diversité. Retenons qu'il y a des candidats qui nécessitent peut-être d'être un peu plus aidés et qu'à la fin, ça vaut vraiment la peine. Alors, on essaye. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.